Bonsoir à tous, merci beaucoup de nous avoir rejoints très nombreux. On est déjà à 140. On était plus de 280 inscrits pour la conférence de ce soir, donc je vois que c'est un sujet qui intéresse beaucoup, et puis parce que peut-être aussi on a un invité de qualité, donc forcément ça aide un petit peu. Euh, donc ce soir on va parler de la face cachée du hacking avec tout ce qui est sur des white hats, aux dangers, aux différentes communautés qui sont autour du hacking. Et donc, on a l'honneur de recevoir Akira qui est là, qui est secrétaire de l'association HZV et notamment organisateur d'un très bel événement qui s'appelle Le Hack. Et si vous ne le connaissez pas, on en discutera plus en détail et puis je le laisserai en parler, il le fera bien mieux que moi. Et on a avec nous Anna aussi, qui nous fait le plaisir d'être là avec nous, qui a fait un travail Mais bien remarquable sûr, de avec plaisir. préparation avec Akira. Donc Anna qui est actuellement étudiante au sein de l'école de guerre économique et qui donc va réaliser enfin, Anna et Akira vont réaliser cette conférence un peu plus sous forme d'interview pour que ça soit un peu plus sympa et vivant et que ça change de ne pas juste faire un Zoom où vous écoutez quelqu'un parler pendant 1 heure, c'est sympa, mais si c'est vivant, ça l'est d'autant plus. Et donc, très rapidement, ces conférences sont organisées donc, par le Club Cyber de l'École de guerre économique. Donc, c'est l'association des anciens et des étudiants actuels qui travaillent sur ces sujets-là. On organise 2 à 3 conférences par mois sur les sujets liés à la cybersécurité et on fait plein de publications très sympas aussi sur le sujet. J'en reparlerai à la fin. Donc voilà, donc je vais arrêter d'en parler parce que le sujet n'est. Enfin, je ne suis pas la personne la plus intéressante de la soirée. On a 2 personnes qui le sont bien plus que moi. Et puis, vous pourrez poser toutes vos questions dans le chat. Elles seront posées à la fin à Akira. Donc, c'est Anna qui les posera à la fin. Donc, toutes vos questions seront bien prises en compte. Donc, n'hésitez pas à les poster au fur et à mesure. Et on s'occupe de les récupérer, de les transmettre. Et elles seront posées à la fin de l'intervention. Et puis, je vais arrêter de parler et je vous laisse la scène. En tout cas, merci beaucoup Akira et Anna pour d'être là. Merci à tous d'être là très nombreux et je vous souhaite une excellente conférence. Merci Merci Jérôme. Jérôme. Merci. Et bah, merci à tout le monde d'être là. En tout cas, ça me fait très plaisir de voir que ça intéresse autant de gens. Donc, sans transition aucune, on va commencer l'interview, parce que ça reste une interview, avec la première question à Akira. Qu'est-ce que ça représente le hacking selon toi? Alors, le hacking, ça va au-delà de tout l'aspect numérique qu'on connaît aujourd'hui et qui est retranscrit dans les médias. C'est une idéologie, en fait. C'est le fait d'être curieux et de se dire, au-delà d'un système, d'une pratique, qu'est-ce qu'on peut en faire? Comment on peut l'exploiter pour aller plus loin? Qu'est-ce qu'on peut en faire d'autre? Donc, on fait, nous, la distinction entre hacker et pirate parce que c'est une notion importante. Là où les hackers font une utilisation, on va dire, correcte de leurs compétences, on a les pirates qui utilisent ces mêmes compétences pour en faire des choses beaucoup moins intéressantes, on va dire. Ok, super. Et concernant les utilisations du hacking sur Internet, donc plus sur la partie numérique du hacking, plus que sur l'idéologie, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, le hacking, c'est professionnalisé sur la partie numérique. Au départ, c'était surtout, comme je disais, des curieux qui se sont posés des questions que tout le monde ne se posait pas forcément. Et, ça a fini par se développer en bien comme en mal, on va dire. Mais notre société, en tout cas aujourd'hui, a besoin des hackers et on en voit de plus en plus qui sont recrutés, qui sont employés pour faire des programmes de bug bounty, par exemple. Après, le hacking, c'est très large. Ça va de la cryptographie, en passant par le SYNT. Bon, au-delà du numérique, il y a aussi le lockpicking et tous ces aspects du hacking qui sont pris en compte. Ok, donc c'est vraiment en dehors de la sphère IT, en dehors même d'Internet, des utilisations qu'on peut trouver dans la vie de tous les jours, comme le lockpicking, comme tu disais. Tout à fait, ça a plus ou moins toujours existé en fait. C'est juste une transcription au numérique de gens qui sont un peu trop curieux, peut-être, mais c'est pour un bien commun, on va dire.
Et donc, du coup, pour parler un peu plus des personnes qui sont derrière cette idéologie et ces pratiques-là, euh, et pour parler de toi, parce que c'est quand même le but de cette conférence, quand est-ce que tu dirais que tu as utilisé le hacking, que tu as fait du hack pour la première fois? Ça fait quelques années maintenant, peut-être plus de 15 ans. Alors, je dirais pas que je faisais du hacking, en tout cas, je ne me rendais pas compte à ce moment-là. Comme je disais, ça vient vraiment d'un esprit curieux au départ. Techniquement, ouais, c'était au début des années 2000 avec la démocratisation du Wi-Fi où nous, on avait des besoins donc, en connexion. Et bon, on faisait courir des câbles dans l'appartement pour essayer de choper des Wi-Fi. Voilà. J'en dirai pas plus, mais voilà, c'est à peu près dans ces moments-là que moi, j'ai commencé à m'en servir. Et comment est-ce que tu es arrivé en fait dans ça? Est-ce que c'était de manière totalement progressive, un peu du jour au lendemain? Comment est-ce que tu es arrivé dans le hacking? En fait, ça s'est fait un peu des deux façons, je te dirais, dans le sens où quand je suis arrivé, les communautés se développaient déjà pas mal. Donc, il y avait quelques ressources qui étaient accessibles. Alors, les ressources, tu les lis tout seul, mais après, les gens, tu vas les voir, tu leur poses des questions, et c'est en fait comme ça que tu te... Je trouve pas le mot, que tu t'améliores, on va dire. C'est pas tout à fait ça, mais ouais, c'est l'idée. Ouais, je comprends. Et donc tu dis que c'est une idéologie, que ça a été quand même assez progressif. Est-ce qu'il y a quand même un moment où tu t'es dit que tu étais en train de faire du hacking? Ça arrivait beaucoup plus tard. En fait, je ne m'en rendais pas forcément compte parce il y a pas de bouton hacker. Finalement, le hack, c'est juste, comme je disais au début, c'est une utilisation étendue de certains moyens ou alors des outils qu'on crée. Mais par exemple, quand tu fais une injection SQL, bah, c'est qu'une requête SQL, sauf que bah, tu ne la fais pas forcément de la façon à laquelle on s'attendrait. Et si tu t'y prends bien, ça peut rendre des bases de données très, très bavardes. Du coup, pour résumer de manière un peu plus générale, qu'est-ce que c'est exactement un hacker? Comment est-ce qu'on le devient? Et est-ce que toi, tu te considères comme tel, en fait? Est-ce que tu te dis, je suis un hacker? Alors, un hacker, ça va être avant tout quelqu'un de curieux finalement. C'est quelqu'un qui se dit, ouais, mais ça, comment ça fonctionne, ou ça, comment on peut l'exploiter, qu'est-ce qu'il y a derrière. Il y a aussi, d'une certaine façon, la volonté d'en savoir plus. Par exemple, quand tu fais du reverse, tu vas te demander, ouais, mais il y a quoi dans ce code? On l'a vu il y a quelques années déjà, donc des backdoors qui étaient installés par les fabricants et directement implémentés sur les PCB, donc sur les cartes mères, par exemple, ou ce genre de choses. Et les hackers donc, ont commencé à travailler là-dessus et se dire, ouais, mais qu'est-ce que ça vient faire là et comment on peut s'en débarrasser. Donc, oui, c'est avant tout beaucoup de curiosité. Alors moi, idéologiquement, oui, je me considère comme hacker parce que j'ai un peu participé à ça et parce que je suis quand même très curieux. Alors après, je suis pas un professionnel, je suis pas pentester, ni rien. Mon travail, c'est organisateur et secrétaire de l'association HZV. Euh, et disons que je fais du hack sur mon temps libre comme un loisir, on va dire. Mais c'est pas le cas d'autres personnes qui donc, aujourd'hui ont su professionnaliser la chose et qui s'en sortent très bien d'ailleurs. Et donc, ces personnes-là, concernant leur évolution, euh, comment est-ce qu'ils évoluent? Par quels moyens? Est-ce qu'on commence forcément seul ou est-ce qu'on rentre directement dans un groupe? Comment ça marche les évolutions en tant que hacker? En fait, au début, ça commençait avec les communautés qui se sont développées très vite parce que bon, la connaissance, c'est bien, mais la connaissance qu'on la partage, c'est quand même vachement mieux. Et au fur et à mesure, les communautés se sont développées, se sont agrandies. Il y a d'autres projets qui sont nés. Donc aujourd'hui, tu peux devenir un hacker grâce à des plateformes. Bon, on va faire un peu de name dropping, comme ça, je suis pas impartial. Donc il y a RootMe, il y a Newbie Contest, Hack in the Box, qui sont de très très bonnes plateformes pour s'initier au hacking sans s'exposer à des poursuites judiciaires, on va dire le mot, hein, parce que c'est des travers qui existent encore aujourd'hui. Bien sûr.
Mais donc voilà, au niveau du hacker, oui, aujourd'hui c'est comme ça qu'on se développe. Il y a aussi des écoles qui ont ouvert, des formations, et c'est aussi pour le mieux d'ailleurs. C'est Ouais. parce que l'intérêt du hacking et de la connaissance, c'est que ça se partage pour en faire des choses encore plus intéressantes. Ouais, ben, on va en parler de toute manière de ça, mais pour faire une petite transition avec les travers, comme tu disais, une partie qui m'intéressait et qui, je pense, était intéressante de mentionner à propos du hacking, c'était la notion de pouvoir et de danger. C'est aussi le principe de cette conférence, de parler un petit peu des travers. On va bien sûr parler des points positifs et des très bons exemples, mais peut-être commencer par un mauvais exemple, entre guillemets, que tu aurais euh, un exemple personnel ou pas d'ailleurs, de mauvais exemples dans le hack. Alors, de mauvais exemples, oui, il y en a plein donc, de personnes qui ont justement développé des ransomware pour compromettre complètement des systèmes et qui ont mis un sacré bazar. Donc, là, il y a mon chat qui entre. Pardon. Euh, ouais, donc, il y a quelques années, euh, un travers du hacking qu'on a pu observer directement, c'était une mère qui a pris contact avec l'association HLV qui nous disait que son fils, pour s'amuser, avait réussi à compromettre l'infrastructure de son lycée. Et en fait, avec la pression qu'il avait subie, et en fait fini par se suicider avec la gendarmerie qui, au final, était arrivée, discutait avec la mère et lui disait que, bah, en fait, nous, on a besoin de personnes comme ça pour nous, pour nos services et même plus globalement dans notre société. Et c'est dramatique d'en arriver là. Ouais, bien sûr, donc c'est pas forcément en fait ce qu'on appelle les black hats qui vont être pour lesquels ça va mal se finir. Parfois, c'est des personnes, des jeunes, quoi, de manière Ouais. assez. Qui sont pas forcément mal intentionnés, mais Mm. qui malheureusement tombent pas sur les personnes les, les mieux placées pour se positionner sur ça et qui ont une très forte affluence. Donc ça peut mener à des choses comme ça. Alors après, au niveau des Black Hat, au niveau vraiment des très méchants, on a eu des exemples comme Stuxnet, par exemple, qui visaient à déstabiliser des infrastructures nucléaires, il me semble. Et ouais, là, pour le coup, ça peut aller très loin et c'est très dangereux. Donc, il faut aussi avoir conscience de ça, que derrière un clavier, on peut quand même faire beaucoup de choses, en bien comme en mal. D'accord. Et un bon exemple pour. Voilà. Alors, un bon exemple, on a plein, et je pense même qu'il y en a dans le chat d'ailleurs, de personnes qui justement étaient curieuses un peu dans leur chambre ou quoi, qui allaient sur IRC, qui se disaient ouais, mais comment est-ce qu'on peut exploiter de la crypto, comment on fait pour reverse un binaire, et qui aujourd'hui justement sont devenus des experts, des spécialistes, et qui sont du coup embauchés par les entreprises en tant qu'experts consultants ou en tant que pentester, comme je le disais. Et pour le coup, ces personnes-là ont très bien réussi. Pour les formateurs aussi, d'ailleurs, on y reviendra après. Mais il y a eu un développement des formations depuis quelques années et c'est aussi très bien. Ça permet de se perfectionner sur des thématiques très spécifiques. Oui, bien sûr, on peut en parler même maintenant. Il y a l'apparition d'écoles, de hacks, Tout d'entreprises à fait. spécialisées et presque une pédagogie derrière le hack. Qu'est-ce que toi tu penses de ce genre de démocratisation du hacking? Alors, dans la globalité, je dirais que c'est très bien. Personnellement, je ne suis pas très fan du cursus académique parce que enfin, une formation en école, c'est très large, mais c'est aussi très peu approfondi. Là où justement, quand tu vas t'intéresser toi-même sur un sujet, alors tu vas t'y intéresser à fond, ce sera des compétences très pointues sur des sujets très spécifiques, là où l'école est très généraliste. Alors après, pour pallier à ça, évidemment, il y a les formations, comme je le disais, qui sont bien plus précises, et c'est d'autant plus intéressant, donc ça se complète au final. Ouais. Et à quoi est-ce que c'est dû, tu penses, cette démocratisation, le fait qu'il y ait des écoles qui apparaissent, un vrai cursus académique? Alors en fait, c'est grâce au développement des communautés finalement.
Parce que, bon, nous, pour HZV, avant d'être une association, c'était juste des magazines qui permettaient le partage d'informations. Et à un moment, on a ressenti le besoin justement de monter ça en tant qu'association pour avoir une certaine légitimité auprès de l'État ou auprès d'autres institutions. Puis c'est le cas pour d'autres Fab Labs, Hack Labs, etc. aujourd'hui. C'est beaucoup en partie grâce à ça. Et Et aussi, j'avais l'impression que ces communautés, elles organisaient des challenges et que c'était par ça, au final, que les gens gagnaient en compétences, en dehors des autodidactes qui font ça dans leur coin, encore plus. C'était l'organisation des challenges dans ces communautés. oui, alors le challenge, ça permet toujours d'ailleurs, comme je disais, de fournir un cadre légal pour pouvoir s'entraîner sur certaines techniques de hack sans pour autant aller taper dans la nature et prendre le risque de poursuites judiciaires d'administrateurs qui seraient un peu trop pointilleux et qui se sentiraient attaqués directement, on va dire, même si il y a de bonnes intentions derrière. Mais ça peut, et ça a mené d'ailleurs, comme je disais plus tôt, à des sacrées dérives. Donc, le challenge pallie à ça, et ça m'est utilisé aujourd'hui par les entreprises cyber pour recruter en interne, justement, ça permet d'évaluer plus facilement le niveau d'une personne qu'on voudrait recruter plutôt que de se baser simplement sur un CV. Donc, ça permet aussi de rechercher des personnes avec un profil plus spécifique, avec des compétences plus intéressantes. Oui, bien sûr. Donc, du coup, en dehors des entreprises du réseau d'Internet, le hacking, il est fédéré par les associations, j'imagine. En partie, oui. Alors, c'était bien avant ça, c'est bien avant que ce soit les associations, c'était juste des événements, enfin, des événements même, on va dire, tacites, ou juste le fait de se rencontrer dans un cybercafé. Ouais, je sais, ça n'existe plus maintenant, mais, mais avant ça. Et puis maintenant, avec la pandémie de gastro, c'est pas évident non plus. Euh, mais avant ça, ouais, c'était juste des gens qui se retrouvaient, qui voulaient partager des connaissances et qui disaient, ouais, ce serait vachement bien qu'on se retrouve en vrai pour que je te parle de ça. Ouais, attends, parce que ça, il faudrait que je te montre, c'est quand même vachement plus intéressant en fait. Et en fait, ça s'est développé comme ça. Un développement des ressources aussi. Aussi, alors, le fait que des groupes se rassemblent, ça crée des associations, ça crée des entreprises aussi. Et en étant plusieurs, on a pu avoir plus de poids auprès de personnes en face pour faire passer notre vision des choses et montrer que le hacking était quelque chose d'important dans la société. Toi, du coup, tu fais partie de l'une d'entre elles, comme a dit Jérôme au tout début de la conférence, donc qui s'appelle HZV. Comment est-ce que tu es arrivé dans une association comme ça et est-ce que tu connais les origines, j'imagine que oui, les origines d'une association comme celle-ci? J'ai abordé le sujet avant. GD, au départ, c'était un magazine et donc, qui permettait de s'instruire sur le hacking. Puis, on a organisé la nuit du hack, c'était avec une poignée de personnes qui se retrouvaient dans un cybercafé. Et puis, il y a plus de personnes qui ont voulu se greffer là-dessus parce qu'ils voulaient voir qu'est-ce qui se passait là, finalement, pourquoi ces gens ils se rassemblent et de quoi ils parlent. Et une fois que tu es dedans, c'est assez difficile d'en sortir, en fait, parce qu'il y a tellement de choses qui s'y passent que on n'en décroche plus finalement. Donc moi, je suis arrivé dans HZV, l'organisation de l'NUVAC, c'était l'NUVAC avant. C'était en 2014 et déjà on était à Disneyland. Donc en partant d'un cybercafé, quand même, ça fait du cheminement, mine de rien. Et on était déjà 1000 personnes, il me semble. C'est énorme. C'est énorme pour un événement francophone où on avait des mentalités qui étaient encore très fermées à ce moment-là. C'était plus que bienvenu. Tu penses que les mentalités sont plus ouvertes dans les autres pays ou qu'elles ont été plus en avance? Elles ont été plus en avance. L'UX, ça a souvent été comparé à la DEFCON à la française, mais nous aussi, on- on en a parlé parce que justement, pendant plusieurs années,
des échanges avec la DEFCON, où justement le fait de participer à la nuit du hack, ça te donnait accès à la DEFCON. Donc on a un peu le cousin français de la DEFCON, mais pas que. Ça s'est développé aussi un peu partout dans le monde. Du reste, il y a le Chaos Computer Club et le Chaos Computer Camp pardon, en Allemagne. Il y a les B-Sides qui évoluent un peu partout maintenant aussi. Et du coup, ça permet à chaque personne, même si tu n'es pas en France ou aux États-Unis, d'avoir accès à ces connaissances-là. Qu'est-ce que c'est le but d'une association comme HZV au final? Alors nous, à GLV, on met en avant la démystification des problématiques autour du hacking, donc ce qu'on est en train de faire là, justement. Comme cette conférence. Oui. Exactement. Et on met en avant le partage de connaissances et la libre-échange d'informations. Donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Parce que justement, on considère que ces connaissances-là ne doivent pas être perdues dans la nature ou gardées pour soi. Au contraire, on peut les faire évoluer en étant plusieurs là-dessus. Et c'est d'autant plus intéressant qu'on fédère beaucoup de monde aujourd'hui. Bien sûr. Et comment ça s'est développé pour que ça soit autant de personnes, maintenant 1000 personnes, probablement plus? Est-ce que c'était Internet, du bouche à oreille? Il y a eu beaucoup de choses. Donc, on avait commencé par les magazines. Après ça, il y avait l'IRC, il y avait le forum aussi, le forum HZV, s'il y en a dans le chat qui s'en souviennent, dans le début des années 2000, et puis qui est continué pendant quelques temps. Ça a beaucoup aidé au développement de HZV et de la nuit du hack. Maintenant, c'est le hack. Mais euh, ça a beaucoup contribué à ça. Le fait que ça se professionnalise aussi. Euh, Comme je disais, on a aujourd'hui des pentesters, des formateurs sur le hacking, sur des compétences très spécifiques et qui peuvent se développer justement sur l'événement, là où tu vas aller assister à ta conférence à Le Hack pour en apprendre un peu plus sur la crypto ou sur le hack de radio, par exemple. On fait en sorte de rendre ça accessible au plus grand nombre. C'est aussi ça Et qui joue. pour parler d'accessibilité et même de contenu, on a parlé de démocratisation, de pédagogie. Comment est-ce que tu définirais le contenu du hack de HZV? Est-ce que c'est plutôt pour les professionnels, pour ceux qui sont déjà à fond dans le sujet ou même pour les nouveaux? Alors là, il y en a pour tout le monde. On fait en sorte de servir tout le monde. Donc, on a des conférences très accessibles pour les personnes qui ne connaissent pas forcément grand-chose. On a aussi des conférences très pointues pour ceux qui veulent vraiment les toutes dernières informations. Alors, ça ne concernera pas forcément beaucoup de gens, mais on tient quand même à mettre aussi en avant ces personnes-là. Donc, je me souviens que c'était il y a 2 ans. On avait fait une conférence sur la cryptographie quantique en anglais, donc sur un amphithéâtre de 900 personnes. Il me semble qu'il y en avait 200 qui étaient restés. Pourtant, on ne l'avait pas fait tard, hein. Et, ben, ne serait-ce que pour avoir ces 200 personnes-là qui s'intéressaient justement à ce sujet, on tenait à mettre en avant cette conférencière, qui avait un sujet très intéressant, mais qui n'était pas accessible au plus grand nombre. Après, à côté de ça, donc, la conférence, c'est intéressant parce que tu as ton conférencier qui va parler pendant 40 minutes. On a aussi des workshops où tu peux directement mettre en pratique ce que tu apprends. C'est Et super. t'as aussi le wargame donc, qui te permet d'aller t'amuser un peu, donc, comme les challenges, mais du coup à un peu plus grande échelle et en un temps limité. Donc ça permet aussi d'évaluer son niveau. Et comme pour le contenu de le hack, on a des challenges qui sont accessibles aux néophytes pour qu'ils ne se sentent pas non plus lésés, et des challenges qui sont très pointus et qui vont te casser les dents plusieurs heures avant que tu t'en viennes à bout. Et à côté de ça, on essaye aussi d'impliquer le maximum de personnes dans l'événement, justement. Donc, au-delà des conférences, des workshops qui sont accessibles avec une place à Le Hack, on a le Hack Kids, donc, qui concerne les enfants de 8 à 16 ans, pour les initier dès le plus jeune âge pour les corrompre Super. un peu quelque part.
dès le plus jeune âge. Et pareil, ça c'est rempli à chaque fois. Là, aujourd'hui, le hack, c'est 2500 personnes qui se réunissent à la Cité des Sciences. On a aussi une partie gratuite pour le hack, donc avec des conférences qui sont plus accessibles, qui sont pas forcément, je dirais, qui sont un peu moins riches que le contenu qu'on met en place sur le hack et au niveau des conférences et des workshops, mais qui restent quand même intéressants et qui parlent au plus grand nombre. Donc là, on va parler de hack de Bluetooth, par exemple, enfin de BLE de manière générale, de Wi-Fi, d'initiation aussi, pour avoir une petite base. Et puis, si jamais ça te plaît, bah, tu reviens un prochain, tu prends ta place. Et, et on a fait en sorte que la place reste accessible à tous les budgets aussi. Donc là où tu as certaines conférences qui coûtent plusieurs centaines d'euros, on s'est donné avec HZV euh, pour but de faire une place accessible même aux étudiants, par exemple. Donc la place commence à 42 euros. Alors on a encore des gens qui nous demandent s'ils peuvent avoir des réductions. C'est pas possible, malheureusement. C'est une association. Il faut quand même qu'on paye Ouais, qu'on nous, paye de les notre factures. côté. Voilà, c'est ça. Donc, on voudrait bien faire un événement accessible, gratuit, etc. La réalité fait aujourd'hui qu'on est quand même obligé de fixer un certain prix, mais on fait en sorte qu'il soit le plus bas possible pour justement que tout le monde puisse venir sans se sentir lésé. Et même au-delà de ça, on remet, comme vous faites à la GE, on met les conférences en ligne pour que les gens puissent revoir les conférences ou les voir directement en live si jamais ils ne pouvaient pas être là à l'événement ou juste s'ils veulent un peu de nostalgie. Et vous travaillez aussi avec, j'imagine qu'il y a plein d'événements comme ça dans les autres pays. Euh, Alors, on met en avant beaucoup d'associations aussi. Donc, c'est vrai qu'avec le hack, on passe par le sponsoring pour financer en partie l'événement. On met aussi en avant les associations avec lesquelles on a des intérêts en commun, on va dire. Euh, on a par exemple l'Electrolab qui nous a permis d'avoir des locaux pour faire des meets mensuels. C'est ce que fait aussi AG2V. Encore une fois, avant cette pandémie, tous les mois, on pouvait se retrouver à Nanterre. On avait toujours une petite conférence, puis le plaisir de se retrouver en vrai pour profiter quelques heures de la présence, quoi. Et on espère que ça reviendra d'ailleurs, d'ici quelques mois, sait-on jamais. Est-ce que du coup, il y a des événements à venir? Qu'est-ce que ça va devenir maintenant, le hack, voire LZV en pandémie de gastro, comme tu dis? Ah, on continue à travailler sur le hack, donc le hack 2021, ça se prépare doucement mais sûrement. On croise les doigts pour que ça arrive, pour que ça se fasse. Au-delà de ça, comme je disais, on espère pouvoir redémarrer les mythes aussi une fois qu'on pourra se rassembler, enfin, conserver les mythes accessibles au plus grand nombre pour toujours, oula, j'ai du mal, pour toujours mettre en avant ce partage de connaissances et d'échange de l'information. Ouais, c'est génial. Moi, je suis arrivée, je pense, au bout de toutes mes questions. Mais il y en a pas mal sur le chat, donc je pense Bah, on va déjà, pouvoir sauter dessus. Si je tu vais veux dire déjà, un mot, Jérôme, avant. Peut-être, Akira, tu voulais parler, je ne veux pas te couper. je voulais finir en donnant rendez-vous les 25 et 26 juin 2021 Absolument. à Le Ah, bah il y a Hac. des dates quand même. Ah Ouais, bah oui. ce sera la Cité des Sciences. On n'a pas prévu de version digitale. C'est pas quelque chose dans lequel on souhaite s'investir. Et Bah, si, c'est tout l'intérêt de se retrouver et d'échanger. C'est aussi l'intérêt de ce genre de ce type d'événement, quoi. exactement. D'ailleurs, j'ai partagé le lien, je le remettrai tout à l'heure quand on aura fini les questions, mais j'ai partagé le lien de l'EHAC, il est juste là et vous l'avez encore dans le chat. Bon, déjà, merci beaucoup à Anna et Akira parce que c'était hyper Avec plaisir. intéressant. Et moi, ce qui me plaît beaucoup là-dedans, c'est cet aspect de. Il y a deux choses. C'est vraiment l'aspect de communauté parce qu'on peut avoir, quand on ne connaît pas forcément de l'intérieur le sujet, on peut avoir l'impression que le hacking, l'informatique, etc., que c'est des métiers ou des passions qui sont extrêmement solitaires parce que chacun est devant son Oui, bien PC, sûr. chez soi, etc. Alors qu'en réalité, on voit que bah, dès les prémices de l'informatique, il y a des petites communautés qui ont commencé à se créer autour de passions. Certains, c'est sur
du hacking, et certains, c'est sur d'autres choses, sur des jeux vidéo, sur plein de choses, mais il y a toujours ces aspects de communauté, et on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont fédérés autour de passions communes. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'on a aussi souvent l'impression que le hacking, c'est seulement les méchants pirates avec un sweat, une capuche, etc. Bon, ok, c'est marrant dans les films, mais dans la réalité, ce que je suis très content qu'on ait fait passer comme message, c'est que le hacking, ce soit en fait je vais le définir alors moi avec mes mots, hein, peut-être que ça ne collera pas exactement avec la définition que tu en as donnée, quoique, c'est tout simplement une approche, c'est de comprendre comment quelque chose fonctionne, euh, se l'approprier et voir si on peut l'améliorer, l'utiliser autrement, en faire plein d'autres choses. Mais en réalité, un hacker n'est pas nécessairement un pirate, un hacker n'est pas nécessairement mauvais, il peut l'être aussi, absolument. Mais hacker n'est pas égal à pirate ou à quelqu'un de mal intentionné, on va dire. Tout à fait. Donc je suis très content et effectivement, on défend des causes communes qui sont de passer le message, de passer des bonnes pratiques, de la connaissance, etc., sur ces sujets liés à la sécurité de façon large, avec des publics qui peuvent être extrêmement techniques ou beaucoup moins. Alors nous, pour le coup, on fait des conférences qui le sont moins, mais justement, comme ça, chacun traite, et puis il y a tellement de sujets à traiter de toute façon que on a du temps devant nous avant de s'ennuyer. Et je vois d'ailleurs qu'il y a eu plein de questions qui vont être posées par Anna. Et avant ça, je voulais finir sur l'aspect communauté. Il y a notamment, c'est marrant parce que c'est de là aussi où on s'est connus via la Ouais, communauté OSINT-FR. Il y en a tout à plein fait. qui sont parmi nous. Donc voilà, On les la, salue. la cybersécurité, l'OSINT, etc., ce sont des thématiques qui peuvent paraître floues pour beaucoup. Nous, notre défi ici, c'est de faire mieux comprendre les différents aspects techniques ou non de la cybersécurité. Et il y en a plein qui le font sur l'OSINT. Donc on a un club OSINT au sein de l'AEGE qui fait un super boulot et de très belles conférences. Et il y a une très belle communauté aussi qui s'appelle OSINT-FR. Je vous invite à regarder. Ils ont un magnifique site qui est sorti il y a quelques jours, enfin maintenant quelques semaines, avec un Discord où il y a plus de 3000 personnes dessus qui partagent tous cette même passion. Donc voilà, c'est juste pour illustrer cet aspect de communauté. Ah, aussi, une Et- TFR, ça s'est extrêmement bien développé. D'ailleurs, 3000 personnes sur un Discord, on n'a jamais imaginé rassembler 3000 personnes sur un IRC il y a quelques années. donc voilà, il y en a plein qui sont parmi nous en plus ce soir, donc je suis d'autant plus ravi. Et je les remercie pour le très beau boulot qu'ils font. Je remercie tout le monde pour chacun les contributions que tout le monde amène sur ces communautés-là. Et je vous propose de passer, Anna, je te propose de passer aux quelques questions qu'on a eues. Ok, super, je fais ça. Alors, je pense que c'est dans l'ordre. Oui. La première question, elle est de Emma. Quelles sont les meilleures sources de veille techno générale et spécifiques sur le hacking? Alors, il y a toujours des forums qui existent pour se renseigner. Euh, Maintenant, en fait, ça passe beaucoup par les conférences. Donc, chaque conférence, enfin, chaque comité de sélection pour les conférences fait en sorte de mettre en avant des sujets qui ne sont pas traités ailleurs. Du moins, ils essayent. Ça, déjà, c'est une très grosse source d'information. Ensuite, il y a toujours maintenant, avec le développement des réseaux sociaux, ça aide beaucoup. Puis, chaque sujet, tu auras plusieurs personnes qui connaissent très bien leur sujet, qui le documentent beaucoup sur des blogs. Donc, par exemple, je pense à Renaud Lifshitz, par exemple, ou Virtual Labs, qui ont de très grosses connaissances en crypto et en bidouille et reverse, etc., qui documentent tout ça, et c'est accessible aussi à tous. De manière générale, les experts, ceux qui sont des professionnels dans leur domaine, ils ont tendance facilement à partager leurs connaissances, tu dirais. Ouais, tout à fait.
D'accord. C'est un peu aussi la prérogative du hacker, finalement, c'est de vouloir partager avec les autres ce qu'il a appris. Donc, ce que disait tout à l'heure Jérôme, c'est que finalement, on se retrouve derrière un écran, mais c'est par la force des choses, si tu veux. Si on pouvait, on se retrouverait tous dans un salon pour parler pendant des heures, mais les distances font que c'est pas forcément possible, et c'est là en fait qu'est venu le besoin de se rassembler et se voir en vrai. Très bien. On a vraiment des questions intéressantes. Je suis en train de les lire au fur et à mesure. On a une question de Eric T. Bonsoir. Bonsoir à toi. Est-ce indispensable de maîtriser la programmation informatique, Python, C++, etc. pour hacker? C'est mieux. Alors, de mon point de vue, je dirais que je connais suffisamment de programmation pour casser des trucs, j'en connais pas assez pour programmer. C'est quand même bien d'avoir quelques notions, c'est toujours mieux, mais tu n'as pas besoin de connaître le Python ou le C++ sur le bout des doigts pour commencer à t'amuser. D'accord. D'autant plus, je me permets de vous couper, mais d'autant plus qu'il y a énormément de ressources aujourd'hui. C'est bien d'ailleurs, je pense, justement dans l'informatique en général, qu'il y a le plus d'autodidactes. Et vous avez énormément de ressources en ligne, que ce soit avec des tutos YouTube, avec des plateformes comme Open Classroom, avec des articles, des choses qui sont faites par plein de personnes passionnantes, et des plateformes dont celle dont parlait Akira tout à l'heure, comme RootMe, Xbox, où vous pouvez tester en direct vos compétences et apprendre. Donc, j'ai envie de dire, vous n'avez plus d'excuses, malheureusement, pour ne pas vous y mettre. Tout à fait. Une autre question de Clément. Existe-t-il des hackers gentils qui sont aussi gentils entre guillemets, qui sont aussi des black hats pour gagner de l'argent à côté? La frontière semble fine entre les deux et les tentations fortes de faire de l'argent facile. Alors oui, il y a des hackers qui sont des black hats sur leur temps libre, ça existe malheureusement. C'est pas forcément la majorité de la communauté, heureusement. Après, les tentations, je dirais, c'est une question éthique. Alors oui, la frontière est plus que fine. Euh, Dans le sens où quand tu vas exploiter une base de données, qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que tu vas prévenir l'administrateur que sa base de données est trouvée, ou alors tu vas l'extraire pour revendre ce qu'il y a dessus? Ça, c'est un choix éthique à faire. Un peu dans le même genre de question de Saloua. Les hackers aujourd'hui ont tendance, excusez-moi, j'ai perdu la question, voilà. Les hackers aujourd'hui ont tendance à attaquer l'appareil d'État, éducation, hôpitaux, écoles, mairies, etc. Quelles explications face à ce phénomène? Est-ce par facilité, car les systèmes d'information de ces entités sont peu protégés et les personnes peu sensibilisées? Il y a plusieurs choses par rapport à ça. Alors, c'est vrai qu'au niveau étatique, on retrouve encore des systèmes qui sont très faillibles, malheureusement. C'est pas pour autant que les hackers vont forcément se tourner sur ces attaques-là. Je dirais plus c'est pas par opportunisme, mais par un besoin. Enfin, ils veulent faire transmettre quelque chose par rapport à ça. Donc, soit démontrer la faiblesse des systèmes, soit tout simplement juste s'amuser. Alors après, comme je le disais plus tôt, ça peut aller très loin et on peut mettre des vies en danger de cette manière-là. Donc, il faut aussi en avoir conscience avant de commencer à vouloir router un hôpital. Voilà. Une autre question de Emma, qui est une super transition. Comment sensibiliser les utilisateurs à l'éthique du hacking? En regardant les conférences de l'AEGE. Oh. Très bonne réponse. Il y avait une Bonsoir. question d'Alexandre. Ouais, je la lis. Voici ma question. Selon vous, quel doit être le rôle des pouvoirs publics dans le hacking? Si c'est le cas, si rôle il doit y avoir. Est-ce que c'est légiférer, former ou éduquer, voire même encourager les white hats ou encourager les communautés de confiance? Il y a plusieurs choses. Alors, le problème qu'on a, c'est que parfois, on a l'État qui se prononce sur des thématiques qu'ils comprennent et ne connaissent pas suffisamment bien, et qui légifèrent des choses qui n'ont pas lieu d'être. Au-delà de ça, on a quand même, par exemple, l'ANSSI qui avait sorti un guide d'hygiène numérique, il me semble, qui est Oui. quand même une très bonne base
pour se sensibiliser aussi, pour revenir sur la question d'avant, sur les thématiques du hacking et savoir qu'est-ce que ça impacte et de quelle façon. Une question de Michel Juvin. Akira, que pensez-vous des programmes Bug Bounty? Y participez-vous? Alors, je fais pas de bug bounty parce que j'ai pas le talent. C'est réservé à des gens qui connaissent mieux que moi. Mais c'est une très bonne chose dans le sens où justement ces entreprises font confiance à la communauté du hacking pour sécuriser des services ou des produits. Et c'est d'autant plus intéressant parce que là, on nous laisse faire, entre guillemets. On nous donne une cible et, euh, et les hackers sont récompensés pour ce qu'ils réussissent à remonter. Alors, c'est pas encore optimal parce que les scopes sont pas toujours. Donc, les scopes, c'est la manière de hacker le service ou le produit qui est testé. Disons que aussi les récompenses qui sont parfois offertes ne sont pas à la hauteur du travail qui est fourni derrière. Et mine de rien, le hacking, même si c'est un loisir, ça demande quand même pas mal d'investissement. Et par exemple, voilà, on va citer des exemples personnels un peu. J'ai un ami qui avait trouvé une XSS sur Twitch et qui a été remercié par son pseudo sur un Wall of Fame. Donc voilà, c'est gentil, mais bon, après le travail qu'il y a eu derrière, ça méritait quand même un peu plus que ça. Une autre question très intéressante, la réponse m'intéresse. Pierre Dimon demande, le hacking reste-t-il quand même un milieu assez élitiste, par exemple les communautés qui mettent des challenges d'entrée? Ça dépend des communautés. Donc, par exemple, pour celles qu'on a citées avant, avec Box, Newbie Contest et RootMe, c'est accessible à tous. Donc, on peut commencer vraiment de zéro, même sans savoir ce que c'est vraiment le HTML. Euh, donc, certaines se veulent élitistes. C'est une volonté de la part de ces communautés-là. Il y en a aussi, évidemment. Mais dans la majorité des cas, ça se veut accessible au plus grand nombre. D'accord. Et peut-être qu'on a le temps pour une dernière, ou est-ce que tu veux Il y avait conclure? une dernière question de Huge qu'on connaît bien. Penses-tu que le trauma du CCC France, qui était géré par la DST dans les années 80, a fait construire un autre rapport du hacking envers l'État en France, contrairement à l'Allemagne ou aux US? La France n'était pas prête. C'est c'est malheureusement vrai quelque part, même si on a des personnes qui ont été très importantes pour le hacking. Et que tu disais au tout début, tu parlais de Louis Pouzin, qui a été un des pionniers du développement d'Internet en France. Euh, Là où justement les gens se demandaient, mais c'est qui ce gars? Qu'est-ce que ça vient faire là? Et bah, aujourd'hui, Internet, tout le monde s'en sert. Donc voilà, la France n'était pas prête. Et on aimerait que ça change, que ça change plus vite aussi, mais ça avance quand même dans le bon sens. Bon, bah, génial. Il y a pas mal d'autres questions qui arrivent au fur et à mesure. Alors, pour rester dans les temps et pour pouvoir libérer tout le monde à temps, on ne pourra pas malheureusement toutes les poser. En revanche, je vous envoie tout de suite dans le chat. Vous avez donc le Twitter d'Akira. Je vous invite à le suivre sur Twitter et à aller Merci. lui poser des questions si vous en avez. Et comme ça, il aura Tout tout à le temps fait. d'y répondre après la conférence. N'hésitez pas. Vous avez aussi le LinkedIn d'Anna que je vous Oh, encourage à ajouter sur LinkedIn et à suivre parce qu'au-delà de faire plein de belles conférences comme ça et de faire un très beau travail, elle publie aussi notamment des articles sur les sujets liés à la cybersécurité, donc je vous encourage fortement à l'ajouter sur LinkedIn. Et puis, je vous ai remis le lien vers le hack, donc, qui est l'événement duquel on parle depuis tout à l'heure. En tout cas, je pense que c'est ce qui a bien été fait ce soir, c'était de montrer qu'au final, derrière un grand mot qui est le hacking, un grand concept, déjà on comprend mieux à quoi ça correspond, et que ce n'est pas que des pirates méchants qui veulent votre mal, mais qu'en fait c'est une approche et c'est une façon de penser. Euh, et puis, ça vous montre aussi qu'il y a plein de belles communautés qui existent, que ce soit tout ce qui est fait chez HZV, toutes les différentes communautés comme Nosintfr sur la partie Nosint, ce qu'on fait nous sur la partie cyber, pour le club cyber de l'EGE. Donc, il y a plein de choses. Je pense que vous avez plein d'éléments à creuser. Vous avez eu aussi pas mal de ressources pour vous y mettre. Et je pense que si,
si ça a permis de démystifier un peu la sécurité informatique et de montrer qu'au final, c'était relativement accessible avec du moment que ça vous plaît et avec la passion, on arrive à tout faire. Je serais très content, ne serait-ce qu'il y a une personne qui avait des doutes qui s'y mettra après la conférence. Tant mieux, on aura gagné notre soirée. Je voulais donc déjà vous remercier tous parce qu'on était un peu plus de 180 participants. Je souhaite remercier aussi tous les membres du Club Cyber comme Anna et cette année ils sont une petite vingtaine qui font un travail remarquable et vous les verrez au fur et à mesure des conférences pour ceux que vous n'avez pas encore vus. Donc n'hésitez pas à suivre ce que chacun des membres fait. En tout cas, merci à tous. Anna, Akira, merci. Merci à toi, Jérôme. Merci à l'EGE. On va boucler la boucle parce qu'au final, on parlait des white hats et des communautés. Donc, cette conférence, ça n'aurait pas existé finalement s'il n'y avait pas aussi une TFR qui avait fait la passerelle entre la EGE et moi. Donc, au final, on va tous se retrouver à l'EAC, espérons-le, une fois que tout ça sera levé pour profiter d'un bon moment tous ensemble. Donc, merci à tous d'être présents. Merci à l'AEGE, merci au SINTFR, merci à GLV. Merci à tout le monde et merci Anna pour cette belle préparation. Avec plaisir, je me suis beaucoup amusée, j'ai appris beaucoup de choses, c'est quand même le principe. Donc c'était super. C'est le but. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée.